Donc je suis Xavier Marchand, je suis conseiller alimentation, formateur pour l'association Biocentre. J'institue juste Biocentre, qui est une association de producteurs régionale en bio, association de producteurs, mais également de transformateurs, de consommateurs. C'est une interprofession. C'est une interprofession. Au sein de cette interprofession, Biocentre a plusieurs fonctions. Elle accompagne les agriculteurs dans la partie technique, agronomique, mais également dans la commercialisation de leurs produits. Au sein de Biocentre, donc, nous avons créé un pôle alimentation composé de deux personnes jusqu'à présent. Manon Blondel, que j'excuse, qui devait être ici à ma place aujourd'hui, mais qui, pour des raisons médicales, est absente, qui est diététicienne et qui s'occupe également de toute l'information sur les marchés publics, à destination notamment de la restauration collective, des écoles et autres établissements publics. Et donc, pour ma partie, je m'occupe de la partie de formation, notamment des cuisiniers en restauration collective. Et du coup, la première question qu'on avait à poser à Xavier, c'était pour Biocentre, en tout cas, à partir déjà, c'est quoi, peut-être comparé à ce qu'on a vu avec M. Huneau, c'est quoi un régime alimentaire durable, surtout sur la question apport protéique? On avait besoin de cette... Alors la programmation a été assez bien faite parce que ce que disait M. Huneau va plutôt dans le sens de la manière dont nous concevons un menu durable. En l'occurrence, pour commencer, un menu durable, c'est déjà un menu qui permet à chaque intervenant, notamment au producteur, de vivre de son métier. Et puis après, c'est un menu où on va notamment faire beaucoup moins appel aux produits transformés. Après, on suit les recommandations des PNS, notamment moins de produits transformés, moins de sel, moins de sucre, plus de céréales complètes, semi-complètes et complètes, puisque nous ne visons absolument pas ou très peu en restauration collective de manière générale actuellement, donc il a une progressivité. Moins de viande peut-être, mais viande de meilleure qualité. Meilleure qualité en termes nutritionnels. Monsieur Huneau, on avait eu une petite préparation avant cette intervention. Monsieur Huneau nous disait que, si je ne me trompe pas, la qualité nutritionnelle des viandes ne dépend pas forcément de la manière dont les animaux sont élevés. Donc ça, c'est peut-être une chose sur laquelle on pourra revenir après. Mais donc, une viande aussi qui, sur la partie durable, sera plutôt issue d'élevage extensif et aura moins d'impact environnemental. Après, sur les apports protéiques, l'idée globale qu'on a eue, issue des travaux préparatoires qu'on fait avec Manon Blondel, nous tend aussi vers moins d'usage de produits laitiers, en tout cas moins de doublonnage des produits laitiers entre fromage et laitage a posteriori. Et donc cette fameuse possibilité de substitution des protéines animales par les protéines végétales avec un travail sur la préparation et le mixte céréales légumineuses. Donc en conclusion, pour la restauration collective, plus particulièrement, l'idée, évidemment, comme ça a été souligné par M. Huneau, c'est d'utiliser véritablement la loi Egalim, climat et résilience, pour avancer dans cette direction-là, de trouver collectivement un régime durable et un régime durable implanté sur le territoire. Je reviens là sur l'intérêt de travailler avec les PAD. Très bien. Et c'est vrai que cette importance de ne pas remplacer forcément la viande par des produits laitiers, on avait vu ça avec Madeleine en préparation. Des fois, on peut avoir tendance à remplacer la viande par des produits laitiers pour un repas. Ou des ovoproduits. Ou des ovoproduits, est-ce que vous avez rappelé. La deuxième question, c'est du coup, on a compris le principe de base, il faut. Voilà. C'est quoi les freins pour les cuisiniers et cuisinières dans nos cantines en termes d'apport protéique? Qu'est-ce que vous avez comme levier pour aider les cuisinières et les cuisiniers à introduire des céréales complètes, des légumineuses, prendre de la viande, cuisiner de la viande de qualité, etc. Alors les freins, ils sont assez nombreux, à vrai dire. Le premier frein, c'est un frein culturel. Le repas
le repas français de référence, repas bourgeois, il est fondé quand même sur la manière dont on l'écrit, il est fondé sur un apport protéique, une viande, un poisson, avec lequel je vais mettre une garniture de légumes. Donc le premier frein à lever, c'est d'arriver à penser un menu autrement que par ces deux constituantes-là. Après, évidemment, autour de ceci, il y a un problème d'organisation des équipes, une organisation matérielle éventuellement aussi, avec un besoin d'installation particulière, je pense notamment à des légumeries, à des lieux de stockage spécifiques, l'agrandissement de ces lieux de stockage. Et puis, en fait, il y a un autre problème psychologique assez important, c'est gérer l'aspect psychologique du service aux convives. C'est-à-dire comment on introduit ces repas plus végétaux, comment on sensibilise ces publics et comment on transmet la nourriture simplement quand on pose l'assiette sur le pas, quand on vient servir un enfant à sa table. Et du coup, qu'est-ce que ça, c'est les freins? Voilà, et donc nous intervenons, enfin nous notamment, auprès des cuisiniers autour de deux éléments, de parties fondamentales qui sont le diagnostic des cuisines des restaurations collectives, donc pour établir dans quelle mesure celles-ci sont aptes ou peuvent possiblement travailler plus de produits végétaux bruts, d'approvisionnement en local, comment on gère tout ceci. Et une autre partie, c'est la partie formation, où nous allons, en approchant, en utilisant l'introduction des repas végétariens, aller avec les cuisiniers vers une réflexion différente de la construction des menus. L'idée étant vraiment de lever cette barrière psychologique, sachant que la loi Egalim est quand même relativement bien faite, puisque, certes, elle n'impose pas, mais par sa proposition, elle permet quand même d'avoir certains leviers. Je pense notamment effectivement à ce menu végétarien imposé, mais aussi à la substitution, à l'aide, à la proposition de cette substitution de protéines animales par la protéine végétale. Du coup, ça marche quand, là vous voyez des évolutions dans les cantines, des exemples qui... à partir du moment où on fait une formation et d'un autre côté on fait des cuisines, après j'imagine qu'il y a aussi une question financière, de toucher les gestionnaires, de cantines et tout ça, et il va y avoir aussi cette partie-là. Alors évidemment, il y a le problème économique. Alors, réduire l'apport en viande, ça permet de réduire le coût des menus, certes, mais après... excusez-moi, en retour avec la loi Egalim, baisser le coût de la viande, mais hausser la qualité des produits en général, les produits végétariens comme les produits végétaux comme les produits animaux, provoque des hausses de coûts. Donc là, véritablement, le levier qui est également proposé dans la loi Egalim, c'est la baisse du gaspillage. Donc un gros travail sur le gaspillage, sur la sensibilisation à la fois des agents et des enfants, pour pouvoir les réduire et à gagner une marge sur cette part de gaspillage. Ce qui est important également aussi, ce qui permet de garder des coûts à peu près maîtrisés, c'est également le marché, la réaction des marchés. Donc pour ces marchés-là, enfin pour cette information-là, ma collègue également accompagne les collectivités afin de pouvoir maîtriser ces coûts de point de vue des marchés. Il y a également un autre point sur lequel il est important d'avancer, c'est la création des filières. Et garder, ce qui est important également, c'est qu'il y a les filières d'un point de vue des protéines végétales, mais conserver des filières locales aussi en filière animale et notamment bovine, représente aussi un intérêt sur la durabilité de nos approvisionnements. Du coup, il y a aussi la question de limiter les composantes, par exemple, dans les repas. Il y a des choses comme ça sur lesquelles vous travaillez aussi, très concrètes en fait, pour limiter le coût, de ne pas passer à 5 mais 4 composantes, par exemple. Il y a des exemples pour être dans du
comme je le disais tout à l'heure, la limitation des composantes, elle est liée à des doublons en fait. Donc, il faut quand même conserver, semble-t-il, l'apport des protéines, notamment laitières. Mais on s'aperçoit qu'encore très souvent, on distribue à la fois un fromage et un produit laitier en dessert, et que ce doublon, en fait, il peut permettre de rationaliser le coût, et puis ce dessert, il peut être effectivement végétalisé sous forme de fruits, de fruits frais notamment. Donc il y a ça, il y a le moins de produits transformés, vous l'avez dit, mais du coup ça veut dire rééquiper les cuisines, et il y a l'organisation des commandes pour moins, enfin voilà aussi, puis avoir des manières que les enfants là, puissent annuler leur repas et qu'on puisse être plus proche de la réalité, c'est ça, il y a tout un... Alors, effectivement, le problème de l'absentéisme des enfants lors de la prise des repas est un gros problème, notamment et plus particulièrement dans les lycées, parce que le volant est très important. Il y a des essais qui sont menés pour des applications. Il y a également, en fait, il y a beaucoup de chefs, notamment régionaux, qui travaillent avec Pronote et qui leur permettent d'avoir un instant T entre 9 et 10 heures le nombre de pensionnaires effectifs. Et sachant que ce n'est pas idéal, mais que ça permet déjà de restreindre le gaspillage posteriori. Et des fois, sur la viande de qualité, on a entendu dire aussi que des fois, alors on disait nutritionnellement parlant, il n'y a pas trop d'apport, peut-être, en tout cas, il n'y a pas peut-être pas d'études qui montrent que la viande de qualité serait meilleure nutritionnellement parlant, mais par contre, à cuisiner, vous, en tant que cuisinier, alors, en tant que cuisinier, on a des pistes qui sont avérées sur la possibilité soit de réduire la quantité de viande sur des plats alternatifs où on va venir amener juste une petite quantité des dindes ou autre sur un plat qui sera déjà en association céréales lumineuses par exemple, une petite quantité qui permettra de garder de la mâche et d'avoir un goût de viande, ou effectivement toutes les techniques plus pointues de cuisson en basse température qui permettent de perdre à la fois moins d'eau et de conserver goût et qualité organoleptique. Oui, c'est ça, cette idée de peut-être pas faire de repas végétariens des fois qui peuvent heurter la sensibilité des convives, etc., mais avoir une diminution globale de la viande et mettre peu de viande de meilleure qualité dans les repas. De manière globale, en fait, l'intervention de M. Hulot va tout à fait dans un sens qui paraît cohérent à tout point de vue, à la fois économique et à la fois culturel pour les cuisiniers. Alors, les cuisiniers ont quand même, ils ont quand même une grande tradition, ils ont des capacités, ils s'appuient sur les grandes traditions culinaires françaises, ils ont des référents techniques et technologiques, on a tout un outil qui est bâti sur cette naissance-là. On ne peut pas du jour au lendemain faire table rase, c'est compliqué pour eux d'accepter de retirer l'initiative aussi de la production des menus. Donc véritablement il y a un temps intermédiaire en tout cas où il va falloir qu'ils comprennent et acceptent par l'expérimentation le retour avec les convives, les bienfaits en fait les bienfaits de cette proposition culinaire. On voit assez rapidement, une fois que les formations sont dispensées, l'intérêt qu'ils peuvent eux-mêmes éprouver, les recherches qu'ils font, la réappropriation de recettes, et ce temps de transition, il est déterminant. On ne peut pas imposer vraiment le régime. Et là où je revenais sur ce que disait M. Hulot, je pense que véritablement l'un des points d'entrée très importants pour la végétalisation partielle au moins des repas, c'est vraiment sur la qualité des produits végétaux, la qualité intrinsèque des produits végétaux. Produits de la plus grande fraîcheur, les céréales semi-complètes et complètes, effectivement tout ce qui manque véritablement dans les cuisines actuellement. Et encore une fois, je ne sais pas si le débat sur la viande bovine est un vrai débat en restauration collective. Je pense que le débat en restauration collective, c'est plutôt se fond plutôt sur viande transformée ou pas transformée. Est-ce qu'on va systématiquement ou régulièrement faire des baguettes et des cordons bleus, ou est-ce qu'on va faire un sauté de bœuf qu'on va pouvoir travailler, et pour faire plaisir également aux cuisiniers, sur une méthode traditionnelle, et passer le lendemain à un menu effectivement soit végétarien, soit alternatif, avec peu de viande, mais une viande de qualité, et accessoirement une viande qui viendra locale, et éventuellement pour nous, ça serait une viande bio. Voilà. Et est-ce que du coup, on dit des fois, le repas végétarien, c'est le repas le plus
gaspillez à la cantine? Est-ce qu'après vos formations... Alors il y a 2 temps, il y a Egalim 2018, Egalim qui arrive dans les cantines. Alors, dans certaines cantines, ça a été très peu expliqué. On a manqué vraiment d'informations. On a pensé à une espèce d'imposition qui venait du haut et qui a contrarié beaucoup de monde dans la cuisine. Cette attitude, elle change parce qu'il y a eu compréhension du fait que cette loi, elle est incitative, elle est propositive en fait. Et à partir des leviers qu'elle propose, il y a une possibilité d'évolution progressive. Au début, alors, puisque je viens de la restauration en lycée, je peux avérer que on avait une perte d'effectifs de 20 à 25% des demi-pensionnaires sur les repas végétariens, rapidement, une fois qu'ils ont compris la fréquence de ceci, et qu'on jetait une grande partie de ce qui était fait. Les études qu'on a menées, notamment sur les accompagnements qu'on a fait auprès des PAT, montrent, alors ce sont des études qui ont été faites plutôt sur des écoles primaires, mais montrent que les élèves en N+1 gaspillent effectivement plus le plat végétarien, et en N+2 gaspillent plus le plat traditionnel. Voilà. Alors sur les chiffres que je n'ai pas moi ici en tête, mais c'est une étude qu'avait menée ma collègue Manon Blondel sur un appel à la manifestation d'intérêt. Merci beaucoup. On peut applaudir Biocentre.